Il y a des morts qui traversent l'actualité comme un frisson. Et puis il y a celles qui ouvrent un gouffre. La disparition de Bruno Salomon, annoncée le 15 mars 2026, appartient à cette seconde catégorie. Parce qu'elle a frappé vite, parce qu'elle a brisé l'image d'un homme que le public croyait protégé par le rire, et surtout parce qu'elle a laissé derrière elle une scène d'une intensité presque insoutenable. Jean Dujardin, la voix étranglée, les yeux humides, incapable de parler de son ami sans vaciller, comme si chaque mot lui arrachait un morceau de mémoire. Ce qui a bouleversé l'opinion, ce n'est pas seulement la mort d'un comédien populaire à 55 ans, emporté par un cancer après une longue maladie, c'est aussi l'aveu nu, presque insupportablement tendre, lâché par Dujardin dans un moment de vérité absolue. Il avait eu le temps de lui dire qu'il l'aimait. Cette phrase, à elle seule, a fissuré le vernis du spectacle et révélé ce qu'il restait au fond lorsque les caméras s'éteignent. L'amitié, la peur, l'urgence et la douleur d'arriver au bord du silence trop tard, ou, dans ce cas précis, juste à temps. Pour comprendre pourquoi cette mort a provoqué un tel séisme émotionnel, il faut revenir à la trajectoire de Bruno Salomon, loin des nécrologies rapides et des hommages convenus. Né le 13 juillet 1970 à Villeneuve-Saint-Georges, dans le Val-de-Marne, Bruno Salomon grandit pourtant à Marseille, avant que sa famille ne revienne en région parisienne. Fils unique, il porte très tôt en lui quelque chose de double, une douceur discrète et une étrangeté comique, un regard à la fois tendre et décalé sur le monde. Sa mère, d'origine flamande, est couturière. Son père, sicilien, est plombier. Rien, au départ, ne le prédestine à devenir l'un des visages les plus singuliers de la comédie française. Il décroche un bac scientifique au lycée Georges Brassens de Villeneuve-le-Roi, rêve un temps de devenir vétérinaire, puis comprend qu'il n'aura ni les résultats scolaires, ni peut-être la route toute tracée qui va avec. Alors il bifurque. Il écrit. Il joue. Il tente. Il s'abîme dans les petits cafés-théâtres où l'on apprend à survivre devant 20 personnes distraites, avant d'endosser, détail presque romanesque, le costume de dingo à Euro Disney pendant 2 ans. C'est souvent dans ce type de détails que se cache la vérité d'un artiste. Avant les projecteurs, il y a eu un homme enfermé dans une mascotte, déjà décidé à faire rire, déjà condamné à avancer contre l'évidence. En 1995, il apparaît dans une VHS promotionnelle liée au lancement de la PlayStation. Puis, en 1996, il explose en remportant Graines de Star sur M6 grâce à un humour fondé sur l'absurde et la torsion des codes. Sa marque est là, un comique de biais, jamais exactement là où on l'attend. Mais réduire Bruno Salomon à un humoriste absurde serait passer à côté de l'essentiel. Ce qui fascinait chez lui n'était pas seulement l'écriture des sketchs, ni la musicalité de son débit, ni sa capacité à faire naître le rire dans l'inconfort. C'était autre chose, quelque chose de plus rare, une fragilité perceptible sous le masque, une manière d'avoir l'air toujours un peu ailleurs, comme si chacun de ses personnages était traversé par une solitude qu'il préférait transformer en farce plutôt qu'en plainte. C'est précisément ce type de personnalité qui laisse des traces profondes chez les autres artistes. Non pas seulement parce qu'elle amuse, mais parce qu'elle révèle. Bruno Salomon ne jouait pas uniquement pour provoquer un effet. Il installait un climat, une étrangeté, parfois même une inquiétude légère, comme un funambule marchant au-dessus du vide sans jamais le nommer. Son ascension devient véritablement collective quand il rejoint la troupe Nous, ça, nous. Ce laboratoire d'humour qui réunit notamment Éric Collado, Emmanuel Joucla, Éric Massot et Jean Dujardin. Pour le grand public, ce genre de collectif n'est souvent qu'une note de bas de page. Pour ceux qui connaissent l'histoire des carrières, c'est tout le contraire. C'est là que se forgent les fidélités décisives, les pactes invisibles, les complicités qui résistent aux succès inégaux. Dans cette troupe, Bruno Salomon et Jean Dujardin se croisent, s'observent, se reconnaissent. Ils participent ensemble à Farce Attaque, avancent dans les marges de la télévision comique française et bâtissent une relation qui, avec le temps, dépasse largement le cadre professionnel.
Dujardin prendra ensuite un chemin plus spectaculaire vers la célébrité massive, avec Un gars, une fille, entre 1999 et 2003. Puis le cinéma populaire de Brice de Nice, OSS 117, 99 francs, avant une consécration internationale qui le fera entrer dans une autre dimension de notoriété. Mais certains liens, précisément parce qu'ils sont nés avant le tri brutal du succès, ne se dissolvent pas. Ils survivent à la hiérarchie des carrières. Ils deviennent plus purs. C'est d'ailleurs l'un des aspects les plus touchants de cette histoire. La relation entre Jean Dujardin et Bruno Salomon semble avoir été de celles qu'on qualifie parfois trop vite de fraternelles, jusqu'à ce qu'un deuil vienne rappeler que ce mot n'était pas excessif. Jean Dujardin, né le 19 juin 1972, a souvent été présenté comme un acteur comique devenu star de cinéma, mais son langage à propos de Bruno Salomon a soudainement dépassé les cadres promotionnels, les hommages de circonstance et le pathos attendu. Il ne parlait pas d'un collègue, encore moins d'un simple partenaire de sketch. Il parlait d'un choc fondateur, d'un coup de foudre amical, artistique, d'une reconnaissance immédiate. Il a raconté qu'il s'était reniflé, puis aimé aussitôt, comme si deux tempéraments s'étaient identifiés dans le désordre joyeux de la création. Le mot est fort, presque intime, et c'est sans doute pour cela qu'il a tant marqué. Dans un monde public souvent gouverné par l'autoprotection, la formule désarmait tout le monde. Elle disait une tendresse adulte, assumée, débarrassée des cynismes. Elle disait aussi que Bruno Salomon n'était pas pour Dujardin une silhouette du passé, mais une présence centrale, heureuse, presque constitutive de lui-même. Et c'est là que le récit bascule dans une intensité presque insupportable. Car la mort de Bruno Salomon n'a pas seulement été triste, elle a été entourée d'un trouble particulier. Non pas un scandale au sens facile du mot, non pas un secret criminel, mais une forme de sidération nourrie par la discrétion du combat, par la pudeur de l'entourage, par la brutalité avec laquelle le public a compris qu'un homme qu'il croyait toujours là luttait depuis longtemps contre la maladie. Son agent a annoncé le décès en évoquant une longue maladie. Très vite, plusieurs proches et médias ont précisé qu'il s'agissait d'un cancer. Ce décalage entre l'annonce sobre, presque feutrée, et la réalité plus concrète de la souffrance a créé le sentiment d'une zone d'ombre. Beaucoup ont parlé de mystère, d'autres de secret, certains de vérité cachée. En réalité, la seule vraie controverse documentée semble avoir été celle de la frontière entre l'intime et le public. Jusqu'où fallait-il révéler la maladie? Fallait-il nommer le cancer? Était-ce une protection légitime ou une manière trop lisse de raconter l'agonie d'un homme aimé? Ce qui a fait débat, ce n'est donc pas tant la cause elle-même que la façon dont la fin de Bruno Salomon a été portée dans l'espace médiatique, entre dignité, réticence, rumeur et emballement émotionnel. Comme souvent lorsqu'une personnalité attachante disparaît, les hommages ont produit un deuxième récit, plus cru, celui des derniers jours. Guillaume de Tonquédec a raconté avoir vu un homme qui, jusqu'au bout, parlait des autres plus que de lui-même. D'autres proches ont évoqué une fin de vie difficile. Des médias ont rapporté qu'il avait récemment épousé Audrey, celle qui partageait sa vie, alors qu'il se trouvait à l'hôpital. La puissance de ces éléments ne vient pas seulement de leur charge sentimentale. Elle tient au contraste entre l'image publique de Bruno Salomon, artisan du rire, voix familière, visage rassurant de la fiction populaire, et la réalité d'une lutte menée dans la discrétion, au plus près du cercle intime. Il y a dans ce contraste quelque chose qui dérange profondément notre époque. Nous consommons la présence des artistes comme si elle nous était acquise, et nous découvrons soudain qu'ils meurent à huis clos, à l'abri des regards, avec des gestes d'amour que le public n'aperçoit qu'après coup, lorsqu'il est déjà trop tard pour réparer l'illusion. L'onde de choc a été d'autant plus forte que Bruno Salomon n'était pas seulement une figure des débuts. Il avait traversé plusieurs générations de télévision et de cinéma français. Après la période des sketchs, il avait imposé une deuxième vie artistique, plus discrète, mais parfois plus profonde encore. Le grand public l'a retrouvé dans Brice de Nice en 2005, puis dans Brice 3, l'a reconnu dans Kaamelott,
s'est attaché à lui dans Fais pas ci, fais pas ça, où il a incarné Denis Boulet, père tendre, nerveux, maladroit, extraordinairement humain. Il a aussi poursuivi un parcours de doublage et de télévision qui a consolidé sa présence dans le paysage audiovisuel français. Ce n'était pas la carrière tonitruante d'un homme obsédé par le centre de l'affiche. C'était la trajectoire d'un comédien devenu indispensable parce qu'il savait donner au second rôle l'épaisseur d'un secret. Il pouvait être drôle sans appuyer, émouvant sans réclamer, étrange sans forcer. Cette qualité-là, dans le métier, est souvent plus respectée qu'un succès de une. Voilà pourquoi les mots de Jean Dujardin ont pris une dimension presque historique, au sens affectif du terme. Quand il déclare, bouleversé, qu'il a eu le temps de lui dire qu'il l'aimait, ce n'est pas une phrase anodine. C'est la confession d'un survivant. Dans chaque deuil, il existe cette obsession secrète. Ai-je dit l'essentiel avant qu'il ne soit trop tard? Ai-je laissé l'autre partir en sachant ce qu'il représentait vraiment? La plupart des vivants restent condamnés à l'incertitude. Dujardin, lui, a formulé l'inverse. Au milieu du désastre, une chance immense lui a été accordée. Cette chance n'efface rien. Elle n'adoucit pas la violence de la perte, mais elle retire au deuil sa pire torture, celle du non-dit, définitif. C'est sans doute ce qui explique la force de son émotion. Il ne pleure pas seulement un ami. Il mesure aussi le miracle infime d'avoir pu arracher à la pudeur masculine, à l'habitude du silence, à la vitesse des existences, une phrase qui sauve. Dans une époque saturée d'images et de déclarations performatives, cette phrase-là sonnait autrement. Elle n'était pas faite pour être reprise. Elle s'est imposée parce qu'elle était vraie. Certains ont voulu y voir les secrets qui ont choqué le monde. La formule est efficace, presque irrésistible pour un récit à la YouTube, mais il faut la retourner pour approcher la vérité. Les secrets de Bruno Salomon ne relèvent pas d'un scandale enterré. Ils résident dans tout ce que le public n'avait pas voulu voir. Le secret, c'est qu'un artiste associé à la légèreté portait peut-être depuis longtemps une gravité intérieure. Le secret, c'est qu'au milieu du tumulte des carrières, des promotions et des repartages de gloire, des fidélités absolues continuaient d'exister. Le secret, c'est qu'un homme célébré pour le rire était aussi, aux yeux de ses proches, un être profond, attentif, soucieux des autres, presque anxieusement désireux de preuves d'amitié. Le secret, enfin, c'est que la vraie matière du monde du spectacle n'est pas seulement faite d'ego et de triomphe, mais de liens invisibles, de loyautés anciennes, d'affections parfois plus fortes que les trajectoires individuelles. Ce qui a choqué au fond, ce n'est pas une révélation croustillante, c'est la pureté brutale de cette vérité. Il y a aussi, dans la manière dont l'événement a été reçu, un phénomène plus vaste. Bruno Salomon appartenait à cette catégorie rare d'artistes que l'on croit connaître intimement, sans jamais les avoir vraiment observés. Sa présence familière sur les écrans avait créé une proximité trompeuse. Lorsqu'un tel visage disparaît, le public éprouve un deuil particulier, fait de souvenirs flous mais persistants, de soirées passées devant des séries, de répliques, de personnages, de silhouettes. Ce n'est pas seulement un acteur qui meurt, c'est une part de décor intérieur. Dans le cas de Bruno Salomon, cette impression a été encore renforcée par le fait qu'il avait traversé plusieurs registres. Le sketch absurde des débuts, la bande joyeusement potache autour de Dujardin, le cinéma populaire, puis la fiction familiale et policière, où il s'était transformé en comédien de maturité. Le public ne l'avait pas seulement applaudi, il l'avait laissé entrer chez lui, semaine après semaine, année après année. Voilà pourquoi sa mort a donné l'impression d'un arrachement domestique, presque personnel. Et pourtant, au milieu de cette tristesse immense, il existe un fil lumineux. Jean Dujardin, en parlant de Bruno Salomon, n'a pas seulement transmis une peine, il a transmis une manière d'aimer un ami. Ce n'est pas une petite chose. Dans l'imaginaire médiatique, les âmes célèbres se disent rarement l'essentiel avec cette nudité-là. Ils plaisantent, détournent, minimisent, décorent d'ironie ce qu'ils n'osent pas livrer. Dujardin, lui, a fait tomber l'armure.
Il a parlé de Bruno comme on parle d'un être irremplaçable. Il l'a fait avec une forme de grâce presque ancienne, sans exhibition, sans théâtre, avec cette secousse dans la voix qui suffit à faire comprendre qu'aucune mise en scène ne pouvait contenir l'émotion. Leur relation apparaît alors, rétrospectivement, comme un des plus beaux contre-récits à la brutalité du star system. Une amitié heureuse, fidèle, fondée sur l'admiration réciproque, sur le jeu, sur la création, sur une joie d'être ensemble, qui a survécu aux années et aux destins divergents. C'est peut-être cela qui rend l'ensemble si poignant. Ce n'est pas seulement une disparition, c'est la preuve publique qu'un lien sincère avait résisté. Dans une enquête émotionnelle sur cette affaire, il faut aussi parler de la manière dont la maladie déforme la lecture d'une carrière. Après la mort, chaque archive paraît annoncer l'inévitable. Chaque sourire semble soudain plus fragile. Chaque interview devient un indice. On relit autrement les confidences anciennes, les livres, les silences, les absences, les regards fatigués, les choix plus espacés. Des articles ont rappelé qu'il avait évoqué par le passé certaines souffrances invisibles. D'autres ont raconté la dureté de ses derniers jours. D'autres encore ont transformé ces fragments en récit global d'un homme qui luttait depuis plus longtemps que le public ne l'imaginait. Cette reconstruction est humaine, presque inévitable. Mais elle comporte un risque, réduire un artiste à son dernier combat. Or, Bruno Salomon mérite mieux que cela. Il mérite qu'on se souvienne que la maladie n'a pas fabriqué son importance. Elle a seulement révélé, dans le chagrin des autres, l'ampleur de ce qu'il représentait déjà. Alors, qu'est-ce qui a réellement provoqué la controverse autour de sa mort? La réponse la plus honnête est sans doute la suivante. Pas un scandale, mais un heurt entre trois forces contraires. D'abord, la pudeur de l'homme et de ses proches, qui ont longtemps protégé son intimité. Ensuite, l'appétit médiatique pour les causes, les derniers mots, les détails de l'agonie, tout ce qui donne l'illusion de comprendre une disparition. Enfin, le besoin du public de convertir la sidération en récit. Quand ces trois forces entrent en collision, naissent les rumeurs, les formulations excessives, les titres sur les secrets, les interprétations dramatisées. En vérité, le plus bouleversant n'est pas caché derrière une porte interdite. Il est déjà visible, tragiquement visible. Un homme de 55 ans, immensément aimé, emporté par un cancer, des proches stupéfaits, une épouse saluée pour sa force, et un ami célèbre, Jean Dujardin, qui découvre sous les projecteurs que la célébrité ne protège de rien, pas même de l'instant où il faut prononcer l'adieu. Au fond, la vraie scène finale n'est pas celle que les médias ont cherché à reconstituer. Ce n'est ni une chambre d'hôpital, ni une déclaration publique, ni une photo d'archives ressortie dans l'urgence du deuil. La vraie scène, celle qui restera, tient dans une phrase et dans le tremblement qui l'accompagnait. Jean Dujardin, bouleversé, rendant hommage à celui qu'il considérait comme un frère de route, reconnaissant que le plus précieux n'était ni un souvenir de tournage, ni un succès commun, ni une vieille blague de troupe, mais la possibilité d'avoir formulé à temps l'essentiel. Il avait pu lui dire qu'il l'aimait. C'est cela qui donne à cette histoire sa dimension presque insoutenable et pourtant magnifique. Car dans la nuit du deuil, il existe parfois une seule consolation digne de ce nom, ne pas avoir laissé l'amour dans l'ombre. Et c'est peut-être pour cela que la mort de Bruno Salomon a tant remué la France, et au-delà, tous ceux qui ont croisé son visage sur un écran. Parce qu'elle ne raconte pas seulement la fin d'un acteur. Elle raconte la vulnérabilité des êtres derrière les personnages, la noblesse discrète d'un comédien qui n'avait pas besoin de tout dominer pour compter, la violence d'une maladie qui frappe sans respecter le talent ni la douceur, et la beauté presque déchirante d'une amitié d'homme assumée jusqu'au bout. Dans la logique froide de l'actualité, un décès remplace un autre décès, un hommage chasse le précédent, une émotion succède à une autre. Mais certaines disparitions laissent derrière elles une vérité plus durable. Celle de Bruno Salomon est peut-être la suivante. Le rire n'était pas un rempart contre la tragédie, seulement une manière plus généreuse de la tenir à distance.
Et lorsque cette distance s'est effondrée, Jean Dujardin, en larmes, a révélé non pas un secret scandaleux, mais quelque chose de bien plus rare, bien plus foudroyant, bien plus humain. Dans ce monde pressé, bruyant, distrait, deux artistes avaient eu le temps de se reconnaître, de se respecter, de s'aimer. Et l'un d'eux a eu la chance terrible de pouvoir le dire avant que le silence ne tombe.